David Gruzon, bonjour. Bonjour. Vous avez, je crois, été membre de à Sciences Po de la chaire santé. Oui. Vous êtes beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle et vous continuez. Je pense que vous avez plein de projets très prochainement, on va en parler. Et plus particulièrement, votre travail actuel, c'était éthique et intelligence artificielle. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle peut faire peur. Et vous allez sans doute nous dire où est l'humain là-dedans, parce que plus que jamais on en aura besoin. Oui, en tout cas, très heureux d'être avec vous au JPRS. Merci aux organisateurs et à Frédéric Le Guillou et à l'association BPCO de leur invitation. C'est très important qu'il y ait cette prise de conscience de la nécessité d'une réflexion collective sur l'intelligence artificielle, parce que le sujet se déploie de plus en plus rapidement dans notre système de santé, avec des cas d'usage déjà présents. J'en ai vu un certain nombre déjà dans les allées des JPRS aujourd'hui. Et puis aussi, il faut porter cette réflexion éthique. C'est ce qu'on fait avec l'initiative Ethikia, c'est le sens aussi de la position qu'a pris la semaine dernière le Comité consultatif national d'éthique. Ce qu'on porte, c'est l'idée d'une régulation positive. Il ne faut pas bloquer la technologie, il ne faut pas surréglementer, parce que sinon on va faire en sorte d'encourager les professionnels et les patients à avoir recours à des solutions algorithmiques qui en fait ont été conçues ailleurs et qu'on ne pourra pas réguler éthiquement. Donc il faut plutôt de la régulation positive, des normes de bonnes pratiques. C'est ce qu'on apprend en contact des professionnels comme aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'est pas des nains par rapport aux GAFAM? Je pense qu'il faut que la France et l'Europe prennent conscience de la nécessité d'agir, de se regrouper, qu'il n'est pas trop tard pour peser sur la scène internationale en matière d'intelligence artificielle, à condition de bien définir les champs de priorité. Il ne s'agit pas de chercher à refaire ce que font déjà les GAFAM ou les BATX, mais il faut définir des crans de valeur ajoutée. Il y en a sur des champs de spécialité, sans doute dans le domaine de la respiration, et avec des techniques de machine learning appliquées à la reconnaissance d'images, sur lesquelles on a déjà des acteurs français de très bon niveau. On a vu tout à l'heure avec le docteur Grillet, il a beaucoup parlé effectivement du travail sur l'éthique, sur les nouvelles données qu'on a au niveau observationnel et au niveau, on pourrait dire, avec le professeur Raphaël Heinzer. On a vu qu'en cumulant un grand nombre de données, on voyait qu'il y avait de grandes différences entre hommes et femmes, que les femmes hypertendues avaient plus de problèmes respiratoires que les hommes hypertendus. Tout ça, c'est des données tout à fait nouvelles qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Quel va être l'apport éthique qu'il y a là-dedans? Déjà, faire partager notre conviction que le risque éthique principal du numérique et de l'intelligence artificielle en santé, c'est qu'il n'y en a pas assez dans le système. On continue à supporter un certain nombre de non-qualités et de situations d'inefficience qu'on ne devrait plus supporter à l'heure d'intelligence artificielle. Il y a toute une série d'exemples qu'on peut prendre, vous en avez pris. Moi je me suis engagé récemment sur le sujet de l'insuffisance rénale chronique. On voit qu'avec un meilleur pilotage par les données, on devrait pouvoir arriver à des résultats importants en termes de gains d'efficience, mais aussi de gains de qualité pour la prise en charge des patients. Donc refuser les avancées que permet le pilotage par les données de santé, que permet l'intelligence artificielle, ne serait pas éthique. Il faut s'ouvrir à cette innovation technologique, mais le faire en déployant des recommandations de bonnes pratiques. C'est ce qu'on a fait par exemple dans le domaine du pilotage de l'IA appliquée aux données génétiques avec l'Institut hospitalo-universitaire Imagine de Necker. On s'aperçoit que encore dans le monde médical, on va dire de terrain, généraliste, spécialiste, l'IA peut faire peur parce qu'on se dit mais ça va me remplacer, il faut dire c'est le mot qui va, mais ils vont me remplacer. Moi je crois au contraire que plus d'empathie et plus d'éthique, ça gardera toujours un espace privilégié pour le médecin de terrain. Parce que les gens ne vont pas parler à un robot uniquement, ils vont parler... Bien sûr, d'ailleurs le discours qu'on entend parfois sur la disparition de certains métiers médicaux aujourd'hui n'est pas étayé d'éléments d'analyse vraiment robustes. On va vers des interactions plus fortes homme-machine, une évolution du métier médical, un repositionnement de ce métier, les radiologues qui vont aller se déplacer, voir leur exercice se déplacer vers l'interventionnel.
mais il faut, ce qui est clair, dès à présent prendre conscience de la nécessité d'adapter la formation initiale et continue. Alors il y a une prise de conscience qui se fait. Là, la conférence des doyens de faculté de médecine a demandé à Etikia de développer un module de sensibilisation aux enjeux de la médecine algorithmique dès le premier cycle. L'Agence nationale du développement professionnel continu a fait du DPC une tête de priorité, affiché l'IA comme priorité de DPC pour 2019, mais on a encore du retard à rattraper dans cette prise de conscience. C'est évident parce que nous, moi qui suis formateur de terrain, il y a encore quelques résistances, mais on aura besoin d'un travail commun quand même, université et médecins de terrain. L'université a des fois des difficultés à pénétrer la médecine de terrain, et je crois que ça c'est important. Et sinon, longue vie à Etikia. Un grand merci de votre invitation et très bonne journée, très bonne JPRS à vous. Merci.